Donc, merci beaucoup de m'avoir invité pour cette demi-journée. Alors bon, je suis pas sûr que on rentre complètement dans le spectre des interventions de santé publique, mais bon, on verra. J'espère que je serai pas trop hors sujet. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Je pense que c'est bon là, normalement. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc, moi, je suis Paul Roux, je suis professeur de psychiatrie à l'Université de Versailles et au Centre hospitalier de Versailles. Je vais vous présenter une évaluation de l'efficacité pédagogique d'un enseignement qu'on a fait par simulation virtuelle pour aider les étudiants en soins infirmiers à mieux évaluer le risque suicidaire. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt particulier, notamment, je n'ai pas de lien avec l'industrie du jeu vidéo. Si on fait un rappel rapide, l'état des lieux des besoins sur enseignement, pour ce qui est de l'évaluation du risque suicidaire dans les IFSI, déjà, il y a la littérature qui rapporte quand même globalement un manque d'utilisation des outils standardisés pour l'évaluation du risque suicidaire par les infirmières. Donc, je précise tout de suite que ce manque, il n'est pas uniquement présent que chez les infirmières, c'est le cas aussi chez les médecins, pour stigmatiser personne. Voilà, ceux qui ont fait des enseignements en psychiatrie vous diront assez facilement que les étudiants ont peur de poser des questions directes sur le risque suicidaire, parce qu'ils s'imaginent notamment que cela peut perturber les patients. Voilà, il y a tout un tas de littérature qui montre que c'est pas le cas. Et donc, finalement, il y a un besoin de pouvoir exposer les étudiants à des situations où le fait d'interroger un patient sur des idées suicidaires ne va pas le déstabiliser, voire va le soulager. Ça, il faut un peu faire l'expérience de ça. Et en stage, pour les étudiants en soins infirmiers, finalement, les occasions ne sont pas si fréquentes que ça, en tout cas en position d'acteur de l'entretien. Et pour les étudiants qui font un stage infirmier en psychiatrie, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Alors, quelques mots aussi par rapport à la simulation. Donc, la simulation avec un patient standardisé, c'est-à-dire un acteur, c'est quand même la méthode de simulation qui est prédominante en psychiatrie. Et donc, ces acteurs, ça va être des acteurs professionnels, des enseignants, des soignants. Et bien sûr, on a des difficultés à trouver ces acteurs, à les former, à les rémunérer, et puis particulièrement en psychiatrie, à les dérouler, c'est-à-dire que jouer toute la journée un patient qui est dans un extrême émotionnel, c'est un peu fatigant. Et donc, du coup, il faut un peu aider les acteurs dans ça. Pour ce qui concerne la simulation. Et puis, on va avoir aussi un problème de concurrence avec les écoles qui s'impose aux étudiants, aux enseignants et aux étudiants en médecine. Et donc, du coup, vous trouvez ces acteurs et quand s'il y en a, ils iront plutôt faire les écosses, d'après moi. Pour ce qui est de la simulation virtuelle, ça peut répondre quand même à un certain nombre de limites de cette simulation avec des patients standardisés. Ça permet une standardisation parfaite du jeu du patient, notamment, ce qui n'est pas gagné avec un acteur, et puis aussi du déroulé du scénario. On a un nombre potentiellement infini d'apprenants, alors que le ratio de la simulation, c'est 2 formateurs pour un apprenant, et ça, c'est pas terrible. Et puis, ça permet aussi de faire des apprentissages à distance possibles. Alors, il y a peu d'études qui ont été faites pour mesurer l'impact de la simulation avec un patient virtuel en psychiatrie. La plupart ont utilisé des acteurs filmés. Par exemple, il y a un scénario pour convaincre un patient de prendre un traitement antipsychotique ou un autre scénario pour évaluer le risque suicidaire. Mais là, du coup, on a des contraintes importantes en termes de quantité de séquences filmées. Et globalement, on évalue à peu près à 1600 le nombre de clips vidéo nécessaires pour créer un patient virtuel. Et donc, l'autre méthode, celle que nous, on a utilisée, c'est utiliser des avatars. Donc ça a été fait dans le PTSD. Il y a un avatar qui s'appelle Justina et qui a été utilisé, mais qui avait des réactions émotionnelles minimes. D'autres ont utilisé un environnement virtuel, un Second Life, c'est un peu le prédécesseur de Meta, et donc pour entraîner sur l'évaluation du risque suicidaire, mais là pour le coup, chaque avatar devait être contrôlé par un enseignant. Donc là, on retourne sur un ratio enseignant-enseigné de 1 pour 1.
Et l'étude la plus intéressante qu'on ait retrouvée, elle utilisait un avatar émotionnellement réactif pour entraîner un entretien motivationnel en addictologie. Donc c'était un essai contrôlé randomisé qui avait montré une efficacité sur les connaissances et les compétences subjectives. Alors c'était un peu la limite de l'étude, parce que finalement, les apprenants étaient interrogés sur leur perception, leurs compétences, mais sans mesure objective de ces dernières. Ce qui manque un peu dans la littérature. Donc, le premier objectif de cette étude, c'était de montrer l'éventuelle efficacité pédagogique de ce jeu sérieux qu'on a développé et qui propose une simulation virtuelle pour entraîner les étudiants en soins infirmiers à évaluer le risque suicidaire. Et le deuxième objectif, c'est de mesurer l'impact de la prosodie émotionnelle du patient virtuel sur l'apprentissage et puis aussi la satisfaction des étudiants. Pour évaluer l'efficacité pédagogique de notre intervention, on s'est situé dans le modèle de la pyramide de Kirkpatrick. Alors ça doit dire beaucoup de choses à beaucoup de monde. Et nous, comme d'habitude, j'ai envie de dire, dans la majorité des études en pédagogie, on a évalué les 3 premiers niveaux, celui de la satisfaction, celui de l'apprentissage en termes de connaissances et celui de l'impact sur le comportement en termes de compétences, d'attitude et puis de confiance. Donc c'est un jeu sérieux qui propose une simulation virtuelle d'un entretien infirmier avec un avatar qui présente une dépression sévère et des idées suicidaires imminentes, donc c'est un cas extrême. Et puis donc on a mené un essai contrôlé randomisé contre l'enseignement habituel en psychiatrie, donc c'est en première année, donc c'est un enseignement essentiellement de sémiologie. Donc, on a essayé de recruter des participants dans 7 des 8 IFSI qui avaient dit OK pour participer au projet de l'UVSQ. Et puis, on a eu une autorisation du comité d'éthique de l'Université Paris-Saclay. Donc, ce jeu sérieux a été créé en collaboration avec les cadres formatrices de psychiatrie des 7 IFSI. Une première version du jeu qui a fait l'objet d'une étude pilote auprès de 13 enseignants en psychiatrie, qui avait montré une bonne ergonomie, un bon réalisme, et puis on avait apporté quelques améliorations. Et en fait, dans ce jeu, on va dialoguer avec un avatar émotionnellement réactif et puis on va progresser dans l'entretien selon une architecture en arbre décisionnel. Et donc, pour l'apprenant, le dialogue, ça va consister à sélectionner la meilleure question à poser. C'est pas du dialogue libre. Secondairement, cette question va être générée par synthèse vocale. Et après, l'avatar, il va réagir verbalement avec un contenu. Et puis aussi avec des émotions faciales qui vont être déterminées par l'expérimentateur et qui sont adaptatives à la réponse de l'individu, mais aussi il va pouvoir s'exprimer soit avec une prosodie triste, et ça va être fixé, soit avec une prosodie neutre, et ça aussi ça va être fixé. En fait, finalement, ce jeu, on l'a fait passer sous 2 conditions, une prosodie triste et une prosodie neutre. Et le jeu dure 20 minutes, et on y accède à distance via une connexion Internet, depuis chez soi. Donc, c'est une figure qui présente la structure globale du scénario. On va d'abord montrer les consignes et l'observation infirmier du patient avant l'interaction. Et puis, on a 5 scènes dans le scénario principal. Et dans chacune de ces scènes, on a 2 phases possibles, une phase d'entretien, d'interaction, puis une phase d'évaluation de sémiologie, finalement, des signes et des symptômes qu'on va pouvoir observer. Et chaque scène a un objectif spécifique. Le premier, ça va être l'objectif de pouvoir entrer en contact et communiquer avec un patient déprimé. Le deuxième, ciblé sur les compétences sémiologiques dans le domaine de la dépression. Le troisième, plus spécifiquement, ciblé sur l'évaluation des compétences et de l'exploration du risque suicidaire. La quatrième, sur la façon de communiquer avec l'entourage. Et la cinquième, ça va être évaluer les capacités à prévenir un passage à l'acte suicidaire. Et puis, en fait, à la fin des 5 scènes, les apprenants, ils doivent sélectionner la transmission infirmière la plus appropriée qu'il doit faire à destination du psychiatre et qui va être décrit à partir de l'état du patient sur la base de leur entretien. Et donc, pour la phase d'entretien, donc d'interaction, nous avons opté pour une structure qu'on dit linéaire interactive et qui est très courante dans les jeux sérieux. Et c'est le modèle, c'est celui du collier de perles, et les apprenants vont évoluer dans une séquence d'événements en fonction de leur choix, avec un chemin principal qui va mener à un seul point final. Donc ça permet de donner un récit unique pour chaque participant, mais ça permet de contrôler en fait quand même ce récit. Là, à gauche, les cercles qui vont représenter les événements qui apparaissent au cours de l'entretien.
Et à droite, c'est le système de questions à choix unique récursif qu'on a mis en place. Et en fait, on va présenter une réponse appropriée, mélangée avec 3 distracteurs qui appartiennent à des familles différentes en fonction des façons dont on s'était imaginé que les apprenants pouvaient se tromper. Et finalement, chaque question va comporter plusieurs propositions différentes de la même catégorie. Et quand l'apprenant va sélectionner un élément, c'est l'élément sélectionné qui va être modifié dans le choix suivant et les autres vont rester. Et en fait, on change de scène une fois qu'on a atteint le dernier niveau d'une catégorie. Et donc, en fait, on peut terminer cette séquence d'entretien avec après un nombre variable de questions et de réponses. Donc, la durée des entretiens est variable, en fait. Les feedbacks, c'est très important. Hein, ils sont de deux natures. Si vous connaissez un peu les jeux sérieux, on a des feedbacks automatiques et des feedbacks humains. Alors, les feedbacks automatisés, c'est ceux qui vont être faits par le jeu sérieux lui-même. Et nous, on en avait deux natures. Ils pouvaient être online ou alors à la fin de l'interaction. Et notamment, on donnait 3 scores. Un score de raisonnement clinique qui consistait à recueillir, à interpréter les signes et les symptômes pour déterminer le diagnostic et la prise en charge optimale. Un score de compétences interpersonnelles. L'idée, c'est la capacité d'établir une relation de confiance et d'empathie. Et un score d'efficacité clinique, parce qu'on est dans un contexte d'urgence, qui est cette efficacité clinique inversement proportionnelle au nombre de questions que les utilisateurs vont poser au cours des phases d'entretien. Ça pénalisait un petit peu les gens qui tournaient autour du pot, en fait. Hein. Et donc, les 2 premiers scores, ils sont mis à jour et communiqués au fur et à mesure, donc online. Et puis, le dernier score, il est donné qu'à la fin, lors de la phase de l'épilogue. Et dans cet épilogue, en fait, on va communiquer le devenir du patient aux apprenants sur la base des choix qui ont été faits pendant l'entretien. Et ça peut aller jusqu'à une tentative de suicide du patient, mais comme vous savez, on ne tue jamais les personnes pendant la simulation. Du coup, la tentative de suicide a lieu, mais elle est rattrapée par un autre professionnel. Et ça apparaît effectivement en cas de déficit de performance majeur du participant, qui est arrivé quelques fois. Et on a un deuxième feedback qui est très important, c'est le feedback humain. Et là, qui se fait au cours d'un débriefing, enfin, comme dans toute séance de simulation. C'est un débriefing de groupe qui se fait à distance et qui a été animé par moi essentiellement. Hein. Moi, j'ai un DU de simulation et puis aussi, le plus souvent possible, avec une cadre formatrice difficile. C'était pas à 100% des cas du temps le cas. Et vous voyez que la phase de débriefing est beaucoup plus longue que la phase de jeu. Ça dure 1 heure environ. Et donc, comment on a montré cette efficacité ? D'abord sur les compétences. Hein. La première compétence, ça va être la compétence à coder, entre guillemets, à évaluer, à mesurer le risque suicidaire à partir d'une vidéo qu'on avait préenregistrée. Et donc, on a testé 2 outils. Une échelle internationale, en vue de publication internationale, donc la Columbia Suicide Severity Rating Scale. Et puis un outil plus utile pour la France, pour le contexte français, c'est le RUD, que vous devez sûrement connaître. On a aussi évalué comme autre compétence la capacité à interagir de manière appropriée avec un patient en crise suicidaire, notamment en termes d'empathie, avec une échelle qui s'appelle l'échelle Siri, qui a été récemment validée en français. Et je remercie Fabrice Joland pour sa suggestion d'utiliser cet outil. Et pour à chaque fois, dans ces deux mesures de compétences, on va mesurer la distance par rapport aux évaluations faites par un groupe d'experts. Juste pour vous montrer les exemples d'items qu'on peut donner dans la série. Vous voyez, donc il y a une proposition qui est faite. Je suis si seul, si fatigué, en pleurs, je suis dans une impasse. Et puis il faut noter le caractère adapté de la proposition de l'aidant A et de l'aidant B. Avec reformulation. Et puis alors, le B, c'est pas bon, hein, c'est le fait de... Voilà, allons, les choses ne peuvent pas être si mauvaises. Voilà, les autres outcomes, ça va être donc les connaissances, hein, ça c'est classique en pédagogie. Donc ça va être des QCM, hein, classiquement, comme on leur fait aux IFSI, aussi aux étudiants en médecine. Un outil de confiance, ça c'est important pour nous, hein, de mesurer la confiance. Et donc on a adapté un outil, l'échelle de confiance qu'on avait déjà validé dans une échelle précédente, dans une étude précédente, pardon. Et puis un dernier point, c'est les dispositions empathiques générales avec un questionnaire, la Jefferson Scale of Empathy.
Et puis après, tout un tas de mesures de satisfaction sur l'ergonomie du jeu, la sensation d'être présent dans l'univers virtuel, l'authenticité, c'était important pour nous de l'avatar. Hein, et donc là, on a adapté une échelle qui mesure la qualité des passions standardisées, qui s'appelle la MASP, et qui fait dire aux participants est-ce que l'acteur a été bon pour aller vite ou pas. Et bien là, l'idée, c'est qu'on l'a adapté en disant c'est pas est-ce que l'acteur a été bon, c'est est-ce que le patient virtuel a été bon pour votre simulation. La satisfaction vis-à-vis des émotions faciales. Classiquement, la satisfaction vis-à-vis du débriefing avec la Dash. Et puis, globalement, la satisfaction vis-à-vis de l'enseignement dans son ensemble, du genre, est-ce que vous aurez préféré que cet enseignement soit remplacé par un enseignement parcours théorique, des choses comme ça. Voilà, on a les moyens d'évaluer. Est-ce que cet enseignement doit être diffusé aux autres étudiants, rendu obligatoire, etc. Alors pour les analyses, on va utiliser des modèles linéaires à FMX pour évaluer l'impact donc de l'interaction temps-bras sur les différents outcomes de compétences, connaissances, confiance et empathie, en ajustant sur le niveau de la variable de base pour contrôler les effets de régression à la moyenne qu'on peut voir parfois. Et aussi, on va aussi analyser l'interaction entre le temps et le type de version du jeu sérieux. Bon, ça, c'est une sous-analyse, effectivement, en comparant la version du jeu avec prosodie-neutre et la version du jeu avec prosoditrice sur les différents outcomes. Et puis, on va aussi décrire les différentes mesures de satisfaction et puis investiguer l'effet du type de jeu sur une mesure spécifique de satisfaction. Qui nous intéressait, c'est surtout l'authenticité du patient virtuel, hein, parce qu'on avait rajouté cette prosoditrice justement pour augmenter l'authenticité du patient virtuel. Et donc, ces analyses qui vont être faites en intention de traiter et les quelques données manquantes qu'on a vues ont été multiplement imputées. Donc, on a 29 apprenants qui ont été inclus dans le bras enseignement habituel et 39 en simulation. C'est pas un gros échantillon. Et parmi eux, 4 n'ont pas pu finaliser la simulation virtuelle, mais donc maintenus dans le bras intervention quand même. Donc, ils avaient 25 ans en moyenne. Alors, ça m'a un peu surpris. Je pensais qu'ils étaient plus jeunes, les étudiants en soins infirmiers, mais en fait, ceux qu'on a recrutés, ils étaient probablement un peu plus âgés que les autres. Ça, il faudrait qu'on se compare effectivement à l'âge moyen des étudiants en soins infirmiers. Et il y en avait 10% qui ont eu déjà une expérience professionnelle en psychiatrie. Hein. Ça peut être des étudiants en soins infirmiers qui viennent d'un autre pays, par exemple, alors qui ont eu des expériences professionnelles dans une autre profession que celle d'infirmier. Et puis, voilà, un nombre un peu plus important qui avait fait un stage en psychiatrie, une très nette prédominance féminine, c'est pas très étonnant. Et un point qui nous a intéressé, 50% ils ont déjà eu une expérience en simulation. Alors, c'était pas la simulation en psychiatrie, là, c'était simulation générale. Et notamment avec des patients standardisés, ce qui remettait un peu peut-être en cause le postulat que la simulation était difficile d'accès. Pour les performances, on a noté un effet plancher pour la Columbia, c'est-à-dire que les étudiants sont très bons en fait pour remplir la Columbia à partir de cette vidéo. Les compétences sur le RUD et la Siri sont globalement bonnes, sans effet plancher quand même, mais tout comme les scores de connaissances aussi étaient bons. Par contre, le niveau de confiance était intermédiaire. Hein. Globalement, ils avaient quand même moyennement confiance dans leurs compétences. Et un niveau d'empathie qui était considéré comme élevé et proche celui retrouvé dans des études précédentes pour les étudiants en soins infirmiers. Alors, on a retrouvé un effet sur la confiance. Donc, une interaction significative entre le temps, c'est-à-dire avant intervention, après intervention, et le bras, c'est-à-dire enseignement habituel versus simulation, pour la confiance, dans le sens d'une plus grande progression de la confiance dans le groupe intervention. Et donc, pour la Siri, on avait donc ça, c'est la capacité à utiliser des questions appropriées en termes d'empathie, on va dire. On a eu un effet marginal. Hein. Donc là, pour le coup, la Siri, plus ça baisse, et le mieux c'est. Hein. C'est un écart par rapport à des experts, en fait. Et donc, il y a eu un effet marginal pour cette compétence. Et par contre, ça bougeait pas pour le RUD, pour la Columbia, je vous l'ai déjà dit. Ça ne bougeait pas non plus pour la connaissance et pour les dispositions empathiques en général. En fait. Donc la satisfaction, ça nous a montré qu'il y avait quand même une très bonne ergonomie de ce jeu, que ce jeu occasionnait une sensation de présence modérée. Il faut dire qu'il n'y avait pas de casque d'immersion 3D, c'était un accès sur un écran d'ordinateur. Un avatar quand même plutôt considéré comme plutôt authentique, hein, ça c'était bien aussi pour nous. Des émotions faciales considérées comme plutôt naturelles, ni exagérées.
Alors, un débriefing considéré comme très bon à excellent. Voilà, bon, après, ils n'ont pas voulu être méchants, je pense, avec nous. Et puis, une satisfaction globale, bonne, par rapport à l'ensemble de l'enseignement, entre bonne et très bon même. Et puis, un niveau de difficulté du scénario considéré comme adapté. Alors, rapidement, sur l'impact de la prosodie émotionnelle, on note deux choses. D'abord, on a eu une amélioration plus importante de la compétence sur le rude quand l'avatar a une prosodie émotionnelle triste que lorsqu'elle est neutre. Et associé à ça, l'avatar était quand même considéré comme plus authentique quand il avait la prosodie triste que la prosodie neutre. Ça aussi, ça nous semblait intéressant. Donc, pour interpréter et conclure, on pense que cet enseignement, finalement, vu ses résultats, il pourrait quand même être déployé en enseignement courant dans les IFSI de notre UFR. Le principal résultat, c'est quand même d'avoir montré une progression pour la confiance. Or, on sait que l'évaluation du risque suicidaire, il va générer pour nos étudiants des sentiments importants de crainte et d'anxiété. Une des raisons principales de cette crainte qui conduit finalement à un évitement de l'évaluation du risque suicidaire, c'est de ne pas savoir quoi faire une fois que le risque suicidaire a été détecté et exprimé comme significatif. Et donc, l'idée, c'est que quand même, l'amélioration de la confiance dans le domaine de l'évaluation du risque suicidaire devrait conduire à un dépistage plus fréquent au cours de l'exercice professionnel. Mais tout ça reste à démontrer. Ça, c'est le 4e niveau de la pyramide, voire le 4e, pardon, en tout cas, de Kirkpatrick. Mais là, on n'a pas fait ça. Et on a donc aussi montré un effet marginal sur la capacité à interagir de manière optimale avec une personne en crise suicidaire. Donc, ça demande confirmation, c'était marginal. Mais nous pensons quand même que ça reste prometteur, parce qu'en fait, il n'y a presque pas d'études de simulation virtuelle qui ont montré un effet, en RCT en tout cas, sur les compétences psychiatriques objectives. Et d'ailleurs, c'est pas si facile que ça, de mesurer des compétences psychiatriques de manière objective. Et dans une prochaine étude, ce qu'on pourrait faire, c'est augmenter cet effet en privilégiant les feedbacks en ligne plutôt qu'en post-simulation. Parce qu'on a des données, la littérature, qui suggère que c'est plus efficace quand on fait des feedbacks en ligne pour améliorer, en tout cas spécifiquement, les interactions empathiques avec des patients virtuels que quand elles sont faites trop à distance de la simulation elle-même. Et puis, on a aussi montré que la prosodie émotionnelle, c'est un élément important pour qu'un patient virtuel déprimé paraisse authentique. Et finalement, que c'est cette version authentique qui était associée à un meilleur apprentissage dans la compétence à scorer le risque suicidaire sur le RUD. Et ça, c'est important parce que la majorité des patients virtuels d'origine synthétique, c'est-à-dire pas les acteurs filmés dont on garde la voix, et les virtuels d'origine synthétique, ils n'ont pas de modulation des émotions vocales. Et il faut que notre étude justifie un peu qu'il faut intégrer cette émotion vocale dans les prochaines simulations virtuelles. Voilà, et puis je vais passer rapidement sur les perspectives. Et puis, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre aux questions.